Buongiorno a tutti voi. Questo video sarà un po' differente perché io voglio presentarvi un capolavoro psicologico, un libro eccezionale che ho tradotto in un mese, credo, e io ero contentissima perché non ho mai visto le cose così precise, così intelligenti sull'analisi delle nostre emozioni. Quindi, prima di scagliarmi sul tema del libro, eh, io, io volevo dirvi semplicemente di comprare il libro, si trova già su Amazon e altre rete come Barnes Noble, Kobo, poi ci sono altri distributori come Scribd, Apple, ma sull'Amazon oggi il prezzo è un po' meno di 8 euro, credo. Ecco, l'introduzione era in italiano, ma adesso comincio a parlare francese. Donc, le livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est la connaissance et la gestion des émotions du patient, du soignant familial et du personnel médical. Et comme je vous ai déjà mentionné dans la vidéo au sujet de la nouvelle lune le mois dernier, c'est un chef-d'œuvre psychologique. En découvrant ce livre, vous n'auriez plus besoin d'aucun remède magique ou des thérapies ou euh, des éclaircissements supplémentaires parce que les autres mots, disons, ou soucis ou problématiques qui pourraient vous tomber dessus tôt ou tard, comme rencontre avec un pervers narcissique, situation difficile au travail ou comment survivre la perte de quelque chose, quelqu'un, comment gérer le stress. Donc, vous pourriez trouver les réponses et les réponses sont plus simples que cela ne semble. Parce que euh, le, le souci avec nous-mêmes, c'est on ne connaît pas nos émotions, tout simplement. On refuse ou on n'a pas assez d'outils pour les nommer, pour les connaître et les reconnaître. Et on ne connaît pas ces mécanismes psychologiques et c'est pour ça qu'on les enfouit ou tout simplement on les ignore et puis au fur et à mesure qu'on ne s'accepte pas comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui se sent émotionnellement mutilé ou qui vit des moments très très éprouvants, alors on risque vraiment de s'enliser, de s'engouffrer dans les dépressions qui sont des états pathologiques et qui sont forcément plus graves et après forcément qui nécessitent quand même des suivis médicaux et de l'usage des médicaments et autres procédures médicales ou thérapeutiques. Donc, j'ai découvert moi-même qu'il faut quand même connaître ses émotions, les prendre en charge, les nommer et ensuite éviter toute somatisation, toute maladie, éviter que les vampires énergétiques nous traversent la route et nous prennent dans leur piège et donc éviter plein de mots qui nous guettent à chaque instant. À partir de la publicité intempestive qui, sur un niveau subliminal, fasse un effet sur notre inconscient, nous poussant à acheter quelque chose comme un shampoing ou un téléphone portable dont on n'a même pas besoin. Donc, dans ce cas-là, forcément, il s'agit de la contagion émotionnelle. Vous comprenez? Donc, dans ce livre, vous trouverez nommé et expliqué les émotions comme la joie, la colère, l'agressivité, la tristesse, l'anxiété, l'embarras, la douleur psychique et comment les gérer, comment les reconnaître et
quels sont les mécanismes de défense également. Et donc ces mécanismes de défense aussi, c'est pas négligeable non plus parce que ça peut être très utile. Et donc pour la première fois depuis que je fais les vidéos, j'ai un petit agenda avec les notes. Donc pour ne pas omettre, pour ne pas oublier quelque chose, j'ai fait hier soir des remarques et ma propre impression sur le livre. L'explication, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le livre? Donc, voilà, il faut se concentrer sur ces émotions les plus fortes et les émotions élémentaires, ce sont les émotions de base. Et la science n'a toujours pas tranché si les émotions sont universelles ou plus ou moins gérées et imposées par la société, quoique on parle des émotions élémentaires comme celles que je viens d'énumérer, comme la joie, la colère, l'agressivité, la tristesse, l'anxiété, l'embarras et la douleur psychologique, mais on peut parler aussi des émotions sociales comme la honte, comme plein d'autres émotions que nous acquérons, nous assumons en vivant dans la société. Et quand on éprouve donc ces sentiments dans un cadre précis, que ce soit colère, joie, anxiété, il faut les prendre en charge, il faut les défouler. C'est très important parce qu'autrement, si on ne s'accorde pas ce droit de s'avouer qu'on est en colère contre tel ou tel concrétin imbécile, si on reste dans le déni de sa propre émotion, ça peut déraper. Ça peut dégénérer en une pathologie psychologique et psychiatrique plus grave. Que ce soit des états comme une maladie psychiatrique qui sont, à mon avis, toutes déclenchées par le stress qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas pu décharger, défouler, vider. Hein. Et c'est ce que j'ai compris, donc qu'il ne faut jamais passer à côté de ces émotions. Donc vous avez le droit d'être en colère quand quelqu'un ou quelque chose vous énerve, vous frustre, vous interdit l'accès à un plaisir, quand quelque chose ou quelqu'un vous dévalorise, humilie ou vous met dans les situations d'embarras. Donc, il faut nommer que vous êtes embarrassé, que ça vous dérange, que vous êtes en ce moment plus ou moins donc gêné et en savouant une telle émotion, vous éviterez de tomber après sur des situations plus graves qui pourraient nécessiter les thérapies ou même l'hospitalisation. Donc, quand nous sommes face à toutes ces émotions, nous utilisons également les mécanismes de défense. C'est ce que j'ai extrait de ce livre aussi. Et parmi les mécanismes de défense, on peut citer la régression, la projection, l'identification, la formation réactive et le déni. Pour la régression, c'est donc revenir vers les comportements de la petite enfance, par exemple. Mais ça, c'est normal. Donc, quand vous êtes blessé au niveau affectif, vous pourriez avoir davantage envie de câlin, que quelqu'un vous prenne dans ses bras, que quelqu'un vous dise « Écoute, ma belle, écoute, petite, tu vas t'en sortir comme chaque fois. » Et maintenant, faut dormir, faut
faut être calme, faut se calmer. Voilà, donc si vous n'avez personne d'autre qui pourrait vous réconforter, vous offrir ce soutien, une personne un peu plus haut placée, entre guillemets, alors vous pourriez vous-même utiliser ce support adulte, entre guillemets. Donc, moi, j'ai compris que en utilisant ce livre comme un manuel psychologique, on peut vraiment se préserver de, de souffrir davantage et d'approfondir la souffrance et de la faire prolonger, qui mène inéluctablement vers les états plus graves et ensuite ingérables. Ensuite, l'autre mécanisme de défense, la projection. Ça va vous expliquer plein de choses et vous épargner plein d'argent. Parce qu'au lieu de jeter l'argent sur les manuels, comment éviter un pervers narcissique, comment vivre le deuil, comment vivre le licenciement, comment gérer une crise, comment survivre le départ de l'enfant de la maison, alors donc ce livre va vous guider, vous apprendre toutes ces techniques et vous faire traverser ce voyage à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre propre âme. Donc ce livre, contrairement à ce que le titre indique, pourrait s'utiliser dans les situations où il y a des personnes complètement normales qui ne sont même pas au bout d'une pathologie, qui ne sont même pas menacées par cette traversée fatidique vers l'état malsain. Parce que en prenant en charge les émotions primaires, en les éclaircissant, on peut guérir soi-même sans médicaments. Donc cette projection, ça c'est une fameuse technique par laquelle on attribue à l'autre les défauts que nous ne voulons pas voir chez nous-mêmes. Donc on les place symboliquement chez l'autre. Ça peut être le cas tant soit peu honnête avec soi-même. On pourra se remarquer que quelquefois avec les techniques de la loi d'attraction fameuse, qui n'est rien d'autre que la technique de la projection. Donc on pourra s'avouer que si je vois tel ou tel comme pervers narcissique, si je lui attribue l'égoïsme, la manipulation, l'attitude non empathique, peut-être c'est mes qualités enfouies. Peut-être c'est mes caractéristiques que j'ai dû adopter suite à des comportements menaçants de la part des autres. Donc forcément, ça, c'est un masque, forcément, que j'ai dû enfiler pour me protéger. Et c'est pour ça que je rencontre. Ça, c'est pas écrit dans le livre, mais c'est ce que j'ai compris en lisant attentivement et en voulant donner un sens donc plus large à toute cette lecture. Parce que j'ai dû lire le livre quand même mot par mot, attentivement étudier cas par cas, chaque situation et chaque technique et chaque émotion, et je me suis rendu compte que en fait toutes ces pathologies sociales aussi, comme avoir un patron, un chef, un collègue qui fait du harcèlement, qui se montre trop imposant ou qui nous embête tout court. Alors il se peut donc que cette personne exerce
tout simplement un rôle que nous avons chez un parent, un cousin, que nous avons déjà vécu, donc une maltraitance que nous avons euh, oubliée au niveau conscient, mais que nous avons gardé comme blessure intérieure. Donc tout ce qu'on attire sur notre route, c'est en fait forcément euh, ce que nous avons en nous-mêmes. Vous comprenez? Mais le sujet de ce livre, c'est comment reconnaître ces émotions, comment les gérer et comment forcément s'en sortir indemne, je dirais. Donc, la prochaine technique de défense, c'est l'identification. C'est quand on identifie telle ou telle personne d'autorité ou d'interaction, comme on identifie un proche ou un parent ou quelqu'un de notre passé. Et c'est pour ça qu'on peut soit amplifier, soit diminuer l'impact d'une émotion. La formation réactive, c'est quand on rigole au sujet de quelque chose d'assez sérieux, assez dur à supporter. Par exemple, dans le livre, vous avez des blagues qu'un malade peut faire au sujet de sa propre maladie, par exemple. Au lieu d'envoyer les résultats à l'hôpital, ils ont envoyé forcément les prélèvements histologiques sur Mars. Donc la blague, et, la non-acceptation au niveau conscient. La prochaine technique, c'est le déni. Le déni, qui est la négation ou le refus. Ça dépend des situations. Ça peut être aussi utile et stimulant quand on ne veut pas accepter tout simplement le fait qu'on soit impuissant ou malade ou incapable ou pas assez doué ou pas assez jeune pour faire ça, pas assez éduqué, pas assez cultivé. Donc le déni peut être aussi une technique assez opérationnelle et efficace et utile. Et donc, quand on jette un regard sincère sur ces émotions, on peut se rendre compte que toutes ces émotions peuvent nous activer, nous mobiliser, nous rendre plus performants, parce que quand on se sent embarrassé dans la société, alors on va faire des efforts pour montrer aux autres qu'on est digne de leur confiance, de leur respect, de leur estime, qu'on a des qualités pour être sérieusement considéré comme quelqu'un qui a de la valeur. Et c'est le cas, à mon avis, surtout avec des personnes qui ont trop souffert, qui ont été abandonnées, négligées au sein de leur famille d'origine, sont souvent après les personnes qui pourraient être des artistes formidables ou des personnes très généreuses qui ne veulent pas tout simplement faire subir aux autres ce qu'elles ont subi elles-mêmes. Donc un matériel développé matériel, entre guillemets, l'âme de la personne souffrante et qui a beaucoup souffert, cette âme est un trésor. Et c'est pour ça que ce livre est utile parce qu'il va vous donner des réponses. Comment vous motiver, comment sortir de votre coquille, comment utiliser à bon escient et d'une façon productive chaque émotion, même la colère, parce que même la colère peut être utile. Quand vous sentez que vous êtes en danger ou quand vous êtes menacé ou quand vous êtes, disons, rejeté ou
bafoué d'une façon injuste, quand on ne vous reconnaît un mérite, alors vous vous activez pour prouver à tel ou tel que vous êtes quand même une personne digne, respectueuse, ou que vous avez le droit d'être en colère. Parce que, par exemple, si quelque chose traîne sans cesse, vous avez le droit euh, de vous mettre en colère, de vous fâcher contre tel ou tel qui vous fait tourner en rond, qui vous fait tourner en bourrique. Et donc, la traduction pour le deuxième livre, écoutez, ce n'était pas du tout facile parce que, comme je vous ai déjà mentionné plusieurs fois, je savais ce que ça veut dire, mais je ne pouvais pas trouver, je n'arrivais pas à trouver un bon mot en français. Je voulais que tout soit parfait, donc j'ai fait quand même des efforts considérables. Et ensuite, l'auteur parle de la corrélation, interaction entre la réaction physiologique et corporelle et la réaction psychologique. Donc ça aussi, ça peut vous être utile. Donc, est-ce que j'ai peur parce que je tremble ou je tremble parce que j'ai peur? Qu'est-ce qui précède? C'est la réaction physiologique ou la réaction cognitive ou mentale? Ça, c'est donc une question à creuser encore, parce que la science n'est pas quand même euh, complètement d'accord sur l'origine, sur l'ordre et la chronologie dont les émotions naissent, apparaissent et perdurent. Mais ce qui est important, je le répète, c'est de prendre en charge immédiatement une émotion quand elle survient. Après, ça peut être trop tard. Après, la pathologie peut s'incruster dans votre conscient ou inconscient et donc vous auriez plus de mal à gérer une anxiété si vous la faites traîner comme ça. Ou si vous inventez que c'est la faute de tel ou tel parce qu'il est rigide, faute de votre bourreau, entre guillemets, qui vous a pris pour un naïf sur lequel il a le droit de se défouler, alors vous subissez donc une situation forcément de projection ou d'identification euh, ou de déni. Vous ne voulez pas vous avouer que cette situation est devenue intenable au travail. Donc c'est le signe clair qu'il faut partir de là et pas subir. Et ensuite, si vous subissez alors le risque de quelque autre situation très désagréable pourrait en découler. J'ai le souci avec cet écran qui ne cesse de s'allumer, s'éteindre, je ne sais pas. Et donc, avec l'élaboration cognitive, ça exige un minimum d'efforts mentaux et quasiment aucun effort spirituel, parce que tout le monde peut se poser la question, quand je vois telle ou telle situation, quelle sera ma réaction? L'auteur a mis dans le livre la situation, par exemple, si je vois une petite fille en fleurs, je vais faire quoi? Quelle émotion ça suscite chez moi? L'indifférence ou l'empathie? Si c'est l'empathie, alors l'empathie précède mon comportement et mes gestes concrets.
Donc, forcément, si je suis en mesure de l'aider, je vais le faire. Sinon, alors, je dois adopter forcément l'attitude d'indifférence. Autrement, je serai rongé par la culpabilité. La culpabilité va ensuite dégénérer vers la tachycardie, vers les troubles de digestion, les troubles du sommeil, ou l'insomnie, ou autre. Vous comprenez? Donc, faut immédiatement nommer l'émotion et prendre des mesures et des dispositions, disons, adéquates et nécessaires. Parce que plus tard, ça va être trop tard. Vous comprenez? Donc ça, c'est des émotions qu'elle analyse qui sont tantôt de nature mentale. C'est des vécus. Donc j'ai le vécu de tristesse, de colère, ou de joie. Et également, toutes ces émotions sont accompagnées par les réactions physiques en fonction de l'émotion. C'est les yeux écarquillés, les tremblements, le picotement, l'accélération des battements cardiaques, ou les changements au niveau de l'expression, ou au niveau des gestes. Ça peut être balbutiement, ça peut être une sorte de déboussolement quand on se sent paumé, quand on a plusieurs de ces émotions à la fois, parce que ce n'est pas rare non plus de ressentir la colère et l'agressivité en même temps, parce que l'agressivité est donc une échelle plus élevée de la colère, parce que le stimuli que le cerveau aperçoit est plus dangereux, et l'agressivité se produit spontanément. Donc voilà, quand on est sincère avec soi-même, on va voir que c'est ainsi que ça évolue, les émotions. Donc maintenant, on va passer à l'autre définition. C'est les cas de distorsion cognitive. Quand nous avons du mal à affronter quelques émotions qui nous embêtent à un tel point qu'on n'arrive plus à la gérer, on va procéder en attribuant à cette émotion les effets comme la généralisation. C'est que si tel ou tel médecin ou tel petit ami nous a quittés ou nous a traités d'un être humain indigne d'amour, de respect, on va généraliser et on va se cloîtrer et on va se barrer, on va se replier sur soi-même et on va commencer à se faire des films que tous les hommes sont, que tous les mecs sont des crétins, des personnes qui jugent seulement sur l'apparence, qui veulent seulement nous abuser de nous, qui veulent seulement coucher avec, et puis se vanter d'avoir couché, d'avoir séduit tel. Donc, vous voyez, donc nous tous, on a les mêmes techniques et on a les mêmes élaborations et on a les mêmes façons de voir des choses. Et c'est pour ça que je dis que ce livre est génial et que c'est un vrai chef-d'œuvre, pas seulement destiné à soulager les personnes qui sont malades et leurs proches, ou les personnes qui travaillent dans les établissements comme
le pénitentiaire, les maisons de retraite, les centres d'hébergement, les centres d'accueil. Donc ça peut s'utiliser, comme je vous ai déjà expliqué, dans les situations tout à fait normales. Sans trop analyser après, sans perdre le temps. Comprendre pourquoi tel ou tel est un pervers narcissique ou pourquoi il est en mode harcèlement ou pourquoi tel ou tel vit donc des situations de régression. Si vous êtes en mesure de l'aider, de lui offrir l'approche attentive et si vous pouvez donner quelques réconfort, vous allez le faire. Sinon, il faut se sauver tout court. Donc, sans trop se casser la tête et perdre son temps. Analyser pourquoi une telle ou telle réaction. Ensuite, pour la distorsion cognitive, donc, on a la généralisation, ensuite le filtre mental. Le filtre mental, c'est quand on s'arrête sur un seul aspect désagréable, forcément, d'une personne et on oublie ses qualités positives et ses vertus et ses valeurs. Et, ce mécanisme est donc très fréquent, très récurrent dans les états de stress. Le totalitarisme dans la pensée, c'est donc quand on attribue à une émotion tout le pouvoir sur notre existence. On refuse de voir l'autre côté, l'autre facette. Les devoirs idéalisés, c'est le cas justement des pervers narcissiques et des manipulateurs qui aident excessivement pour ensuite vous culpabiliser. Ça peut être le cas aussi dans les situations où dans la famille quelqu'un est tombé malade et l'autre membre de la famille s'empresse à l'entourer de soins, de câlins, d'attention, justement pour ensuite avoir un atout qu'il a tout fait alors que les autres c'était des fainéants, c'était des indifférents, c'était des monstres qui ne voulaient pas aider, qui ne voulaient pas participer. Et la pensée dichotomique, c'est blanc ou noir, tout ou rien. C'est donc la caractéristique des personnalités rigides qui acceptent la réalité seulement en mode absolu, exclusif, qui ne voit qu'une ambiance colorée par le blanc ou le noir et ne veulent pas accepter une réalité intermédiaire. C'est le cas des personnes qui, par exemple, ne veulent pas servir d'une canne ou d'un déambulateur ou quelque chose comme ça qui pourrait les tenir quand même en autonomie considérable et qui préfèrent soit marcher, soit qui acceptent soit de marcher, soit de rester cloué au lit, forcément. Donc, ils sont très en colère si ça ne marche pas selon leurs souhaits. Voilà, ça peut s'utiliser, donc, dans le livre, ça parle du malade, mais ça peut s'utiliser, donc, dans la vie quotidienne, quand vous êtes amoureux, amoureuse d'une telle ou telle personne, et puis il n'y a pas de retour, et il n'y a pas de communication réciproque, donc vous refusez d'aller voir ailleurs parce que vous faites des films, vous dites tel ou rien. Donc vous êtes alors dans la pensée dichotomique, dans le mode totalitaire.
Et ensuite, on va modifier le comportement suite à nos émotions vécues. On va donc, quand on est heureux, quand on éprouve la joie, on va rire, sourire, sauter de joie, pleurer de joie, etc. On va avoir donc le comportement modifié en colère et en cas d'agressivité, on va avoir d'autres comportements plus ou moins socialement répréhensibles et inacceptables. Mais je dirais que vous devriez savoir reconnaître toutes ces émotions que j'ai citées et les défouler. Parce que si vous acceptez ces émotions sans les nommer, sans les analyser, dès qu'elles apparaissent, ces émotions, alors tôt ou tard, vous allez développer des mécanismes de distorsion cognitive qui vont ensuite vous mener vers l'isolement, vers la dépression, qui n'est pas en effet, qui n'est pas un état émotionnel modulable. Vous savez, alors que les émotions sont modulables, vous avez le pouvoir, vous avez le contrôle, vous pouvez les gérer. Et c'est très important. Donc, toutes ces émotions peuvent nous motiver, nous activer, nous aider à nous défendre et augmenter l'énergie à notre disposition. Ça, c'est aussi un peu ignoré, que même la colère, même l'agressivité peuvent nous aider à augmenter l'énergie. Parce qu'on va s'activer quand on est au chômage ou quand tel ou tel nous a maltraité, nous a fait subir des choses très désagréables. Alors, on va s'activer, vous comprenez? On va chercher l'aide, on va chercher le soutien, on va se secouer, on va trouver d'autres activités, on va bouger. Donc, plus ou moins toutes ces émotions ont des répercussions physiques aussi qui pourraient vous signaler que vous êtes en train de vivre telle ou telle émotion. Et dans ce moment-là, il faut s'arrêter un instant et se prendre en charge, se donner les moyens de défouler, d'évacuer l'émotion qui est en train de vous envahir. Si vous ne le faites pas au moment où elle survient, plus tard, ça va être forcément trop tard. Donc, la peur peut vous être utile également pour sauver votre propre vie, celle de vos proches, assurer la sécurité, vous motiver, vous activer ou vous apprendre que tel ou tel stimuli vous est insupportable, donc vous allez vous éloigner dorénavant de telle ou telle situation qui vous provoque la peur. Et avec la peur, on a aussi un mécanisme inconscient de cette contagion émotionnelle. Ça, c'est des cas de la panique, par exemple. Vous avez vu ça dans les magasins, forcément, quand il y a des soldes et puis quand des gens se sont battus en faisant la queue, etc. C'est le cas, par exemple, de cette contagion émotionnelle où il y a eu la contagion émotionnelle au niveau de la colère, au niveau de l'agressivité, au niveau de la peur, parce qu'après, quand tout le monde s'est rué vers la sortie, ça, c'est un peu la contagion émotionnelle de la peur.
Donc voilà, savoir reconnaître, savoir nommer, c'est très important parce que dorénavant, votre cerveau va vous envoyer des informations qu'il faut tout simplement éviter de telles situations. Pareil, sur les stades de sport ou ailleurs, quand il y a ces situations où, cette contagion émotionnelle semble inévitable, alors mieux vaut s'éloigner de tels endroits. Et ensuite, on a la joie qui est une émotion positive, mais qui n'est pas productive comme la tristesse, par exemple. Parce que la tristesse nous pousse à élaborer le contenu de ce qui nous a attristé, chagriné, affligé, navré, ce que nous déplorons fortement. Et donc on va finir par se réconcilier avec les faits, ou on va commencer à rationaliser l'événement, ou on va se résigner à la situation telle qu'elle, parce que nous ne sommes ni Dieu, ni marabout, ni sorcier, donc nous ne pouvons pas changer le cours de la vie et de la mort, empêcher la vieillesse, empêcher euh, le, le déclin, tous ces processus plus ou moins naturels. Et donc, la tristesse est, disons, plus utile quelquefois que la joie, parce qu'avec la joie, on n'apprend rien du tout. Mais il est également important de l'exprimer, donc même la joie. Puis l'auteur cite les thérapies de rire qui sont utiles, qui s'utilisent et qui peuvent aider même dans les cas des maladies les plus graves et dans les étapes les plus dangereuses. Ensuite, l'anxiété, j'ai appris en lisant ce livre que quelquefois je prenais des gens pour indifférents, pour obsédés par leur petite personne, ou cinglés carrément. Les gens qui vérifiaient si la porte est fermée à clé, ou si les gens qui téléphonaient en ma présence. Je voyais dans ce comportement un manque de respect, un manque d'attention, un narcissisme, une facette purement égocentrique, alors que ça, c'est pas forcément ça. Ça peut être une anxiété élevée qui pousse les gens à avoir des comportements obsessionnels, compulsifs. Voilà. Et le livre va vous donner également les recettes concrètes, comment gérer les situations où l'anxiété, la joie, la colère excessive apparaît. Comment prendre en charge une telle ou telle personne avec qui vous devriez échanger à un moment donné. Donc, s'il faut la ramener dans un endroit plus calme, s'il faut lui parler, s'il faut s'éloigner, donc tout ça, c'est analysé cas par cas. Moi, je n'ai pas le livre maintenant devant moi. J'ai sorti que de, euh, de petits extraits. Donc, avec l'anxiété, on a aussi une perception de la réalité qui est déformée. Perception de soi-même qui est déformée. Et les conséquences peuvent être, par exemple, troubles d'appétit, faim nerveuse, ou par exemple boulimie, anorexie ou perte d'appétit ou autre. Donc, on a aussi des transpirations, on a
augmentation de la fréquence respiratoire avec le souffle difficile et haletant, on a des troubles du sommeil, donc l'anxiété est une réponse au stress et si elle n'est pas sérieusement élaborée au moment précis ou disons le jour même, parce que forcément vous ne pouvez pas éclater en sanglots quand vous êtes au bureau et quand vous ne pouvez pas physiquement agresser votre chef ou votre collègue, donc plutôt alors sortir, monter dans la voiture, commencer par exemple des techniques de respiration brillante ou forte, c'est par exemple inspirer pendant 2 secondes, retenez ensuite le souffle, puis expirer pendant 2 secondes ou en faisant des gestes concrets, comme si vous chassiez par vos bras, par vos mains, l'ennemi, l'adversaire ou la source de ce stimuli que votre cerveau a élaboré comme négatif et néfaste, dangereux. Donc, vous pouvez quand même sérieusement prendre en charge une telle ou telle émotion le jour même ou, disons, le lendemain et ensuite évacuer tout ça et puis vous soulager tant ça peut. Autrement, à mon avis, toute maladie peut s'enraciner et se développer et ensuite vous faire perdre le contrôle sur votre corps, votre mental et votre vie et vous pourriez tomber malade. C'est pour ça que je dis que ce livre devrait s'utiliser comme manuel dans les hôpitaux, dans les organismes sociaux, donc chaque personne qui travaille comme assistante sociale, comme aide-soignant, comme infirmier, médecin, etc., psychologue, psychiatre, lui aussi, il a besoin d'aide et de défoulement, parce qu'on n'est pas des robots quand même. Donc, manuel et aussi le manuel pour toutes les personnes qui sont complètement saines. Mais les crises dans notre vie sont inévitables et ce manuel, donc l'auteur Laura Pedrinelli Carrara est traduit en français comme la connaissance et la gestion des émotions du patient, du soignant familial et du personnel médical. Ce livre devrait s'utiliser aussi dans les situations de prévention. Si vous voulez faire donc une prévention au sujet de votre santé mentale, ce livre va vous donner toutes les réponses et vous guider et vous indiquer les techniques et les méthodes de défoulement, de productivité même, qui pourrait découler à partir d'un vécu forcément négatif, destructif et désagréable. L'embarras, c'est donc une émotion sociale et la suite, c'est la honte, qui est un embarras prolongé dans le temps et dans l'intensité. Concrètement, l'auteur élabore les cas où les patientes se sentent dérangées par la présence d'un médecin du sexe opposé ou s'il y a un même âge. Donc, se dévoiler, se révéler dans toute sa fragilité, dans sa nudité physique ou psychologique, ça peut être embarrassant quelquefois parce qu'on craint que les liens affectifs plus intimes s'installent dans ce rapport et ça peut être la source d'une émotion désagréable qu'on nomme l'embarras.
Donc, avec la honte, c'est la culpabilité et c'est la conviction d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir fait des erreurs, d'avoir manqué, raté, d'avoir bâclé quelque chose. Et c'est donc, si on n'élabore pas quand il le faut, une telle ou telle émotion, alors elle va ensuite prendre d'autres formes et littéralement nous pourrir la vie. Vous comprenez? Donc, vous trouverez dans le livre comment la tristesse pourrait être utile à vous offrir de nouveaux horizons concernant des vérités sur vous-même, sur votre vie, sur les situations qui vous ont mené jusqu'à là. Donc, la tristesse qui n'est pas soignée deviendra la dépression. Et pour éviter la dépression, alors, embrassez votre tristesse. Analysez-la, trouvez des exutoires, nommez les coupables, que ce soit vous-même ou tel, et ensuite vous seriez soulagé. Donc, vous trouverez dans le livre précisément comment reconnaître la tristesse. Par exemple, il y a des distorsions cognitives, il y a le manque de motivation face aux nouveaux stimuli, l'altération de l'attention et de la mémoire, la rigidité de la pensée, le comportement passif, troubles du sommeil, la fatigue, l'apathie, c'est un langage médical, l'asthénie et la boulie. Troubles de digestion, etc., etc. Ensuite, la douleur psychique, c'est quand il faut se défouler, décharger les tensions par les pleurs, les cris, par des techniques un peu plus exigeantes. Donc, on est dans le stade de la douleur psychique quand on est confronté à une situation désagréable qui perdure, qui persiste, quand on a perdu la dignité, quand notre image publique, sociale, familiale a été éclaboussée, menacée, etc. Alors on peut donc éprouver cette douleur psychique intense. Mais au lieu de la nier, alors il faut donc les reconnaître, toutes ces émotions, et les prendre en charge. Donc les étapes de cette douleur psychique, c'est le choc, le déni et le refus, la colère, la dépression, la négociation et l'acceptation. Et c'est justement des étapes qui sont présentes lors de chaque perte, chaque stress, chaque frustration, chaque situation dérangeante dans notre vie. C'est pour ça que dans la précédente vidéo, je vous ai dit que le livre est absolument utilisable pour n'importe quelle situation de crise. Si vous voulez rester en bonne santé mentale, ou si vous sentez que votre santé mentale est un peu fragilisée, alors n'hésitez pas à acheter ce livre parce que pour seulement 7,99 €, c'est le prix actuel sur Amazon, c'est le format Kindle, version numérique, donc livre qu'on peut lire sur Internet, sur l'écran. Et pour la version brochée, je n'ai pas encore de précision quand et comment et si ça va être imprimé, mais en tout cas, tout le monde peut même se servir de cette version numérique et se connaître et se soigner lui-même. Avec ce livre, on peut y aboutir facilement.
Il ne faut pas avoir une formation en psychiatrie ou médecine ou sciences humaines quelconque pour comprendre. C'est facile à comprendre. Donc, euh, ensuite, vous trouverez dans le livre la gestion de toutes ces émotions et euh, concrètement, quand on parle de la gestion de cette douleur psychologique, psychique, alors pour les gérer, l'auteur propose des techniques comme l'approche empathique, ensuite penser qu'il pourrait avoir raison, celui qui est en colère ou qui est agressif ou qui montre la joie ou euh, l'anxiété ou l'embarras. Ensuite, renvoyer notre intérêt à comprendre la question. Ensuite, ramener la personne en colère dans un endroit plus calme, plus intime. Ensuite, utiliser la confrontation constructive, verbaliser ses motivations, euh, nommer les raisons et les origines du mécontentement, de l'insatisfaction, de la frustration. Ensuite, envoyer les retours de la compréhension. Ensuite, la communication non verbale. Ensuite, comprendre le vécu émotionnel de l'arrière-plan. Ça veut dire à la fois se mettre à la place de l'autre et ou si on ne veut pas tellement se mettre à la place, au moins comprendre que tel ou tel a pu vivre des situations très graves qui ont fait de lui une personne à l'humeur dents de scie ou d'une sensibilité à fleur de peau ou quelqu'un qui s'enflamme facilement ou quelqu'un qui pète le câble, comme on dit très facilement. Donc, comprendre le vécu émotionnel de l'arrière-plan et forcément le vécu sous-jacent. Et ensuite, la réponse complète, la réponse avec l'approche conciliante et directe. Ensuite, avouer l'erreur, demander la coopération, etc., etc. Donc, toutes ces techniques sont dans le livre proposées pour les relations patient-thérapeute ou famille, ce cercle, donc ce triangle patient, sa famille et le personnel médical, mais ça peut s'utiliser, comme je vous ai déjà dit, dans n'importe quelle crise. Et les crises sont si nombreuses. Divorce, chômage, mort de quelqu'un qui nous est proche, séparation, déménagement, autre. Donc, les conseils qui sont donnés à la fin du livre concernent les techniques concrètes pour évacuer et pour défouler immédiatement la tension accumulée. Par exemple, frapper le matelas, mais bien sûr en évitant les parties rigides en fer ou en métal. Ensuite, prendre une feuille et des couleurs et faire des gribouillis en choisissant spontanément la couleur qui convient le mieux à l'émotion du moment. Et avec ces gribouillis, ensuite on va passer à l'émotion contraire et choisir une autre couleur et ensuite déchirer la feuille avec l'émotion négative. Donc ça, c'est des techniques qui sont utiles et qui sont précises et conseillées à la fois au personnel médical ou patient ou sa famille ou vous-même qui vivez une situation improbable et pour laquelle vous avez l'impression qu'elle vous dépasse et qu'elle vous est tombée comme ça
à l'improviste qui vous a pris sans que vous ayez l'envie de confronter un agressif, un manipulateur ou une agression passive que tel ou tel exerce sur vous. Donc, se défouler avec les gribouillages, se défouler avec la musique et exprimer les émotions en écoutant la musique pour les émotions négatives comme tristesse, colère, l'embarras. Ça peut être par exemple écouter une chanson qui vous évoque cette émotion et ensuite chanter et ensuite mettre une autre chanson avec l'émotion contraire de celle qui vous a provoqué ce sentiment d'inconfort et de malaise et exprimer en chantant l'autre émotion qui est forcément plus agréable. Quelque chose de beau, donc ça c'est des techniques également que vous trouverez dans le livre. Ensuite, la technique avec la lettre. Vous trouverez l'échantillon et la lettre en livre court. Comment dire à tel ou tel qui vous a blessé, vexé, annulé comme être humain. Comment la souffrance s'est déclenchée au sujet de quel événement précis. Et ensuite, vous pouvez déchirer la lettre et défouler ainsi le sentiment de remords, de tristesse, de peine, quelque chose d'assez inconvénient et douloureux. Et donc, les techniques concrètes que l'auteur a utilisées en tant que psychologue oncologique et psychologue clinique, c'est également la coloration de mandala. Le mandala qui est le symbole des moines tibétains qui l'ont utilisé à travers les figures géométriques sur le sable. Donc, colorer le mandala peut être également efficace et en fonction de votre personnalité et de votre sensibilité. Si vous êtes quelqu'un qui est extraverti, donc vous privilégiez forcément vous défouler en courant, en marchant à pied, faisant les courses et donc en extériorisant ce sentiment, cette émotion négative ou même le sentiment, parce que le sentiment c'est la suite d'une émotion mal gérée ou mal comprise ou incomprise ou rejetée ou enfouie. Et donc, avec le mandala et le découpage comme technique de relaxation, de détente, vous pourriez vous aider aussi à décharger complètement, entièrement, vous débarrasser de ce qui est en train de vous gâcher la vie. Voilà, j'espère que vous allez acheter le livre. Ce livre est absolument génial et ça m'a beaucoup aidé et je le recommande chaleureusement à toutes les personnes qui ont besoin de réponses dans leur vie. Pourquoi la souffrance, pourquoi la colère, pourquoi l'injustice, pourquoi telle ou telle émotion et comment m'en sortir, comment la gérer, qu'est-ce que je dois comprendre de tout ce qui est en train de se dérouler. Et comment éventuellement même profiter de cette émotion qui se montre aussi envahissante et si forte et si puissante et qui risque de s'accaparer de ma vie et de devenir aussi, disons, puissante et impétueuse et ingérable. Vous trouverez toutes les réponses dans le livre La connaissance et la gestion des émotions du patient, du soignant familial et du personnel médical de Madame la docteure Laura Pesnelli Carrara.
Bonne lecture et à bientôt.